Donc pour moi, c'est difficile d'apprendre à travers les leçons. C'est pas facile de faire. Raison pour laquelle chaque mois, on fera un modèle économique. On va commencer par le modèle économique américain. Ensuite, on fera l'Allemagne. Après l'Allemagne, on va attaquer l'Asie-Pacifique, c'est-à-dire le modèle japonais et le modèle chinois. C'est clair? Après ça, maintenant, on va terminer par le Brésil. Quand vous faites ces 5 modèles-là, en économie ou bien en géographie, là, quand même, vous pouvez dormir. C'est clair et net que vous serez parmi ces 5 modèles. Maintenant, plus chaque modèle une carte. On va dessiner la carte au tableau. Vous allez dessiner vous-même, comme je le fais souvent en classe. N'empêche, je vous donnerai le support en tant que tel. On va habiller la carte. La carte économique, c'est-à-dire carte agricole ou carte industrielle. On va voir dans le pays quelle carte il faut faire. Au moins, quand vous le faites, là, j'aurai l'esprit tranquille. Je pourrai dormir les poings fermés. Clair. Et il faut qu'on le fasse parce qu'en fait, le bac, c'est un sacrifice supplémentaire. Il faut qu'on fasse un sacrifice. On ne peut pas seulement se limiter au programme, à rester en classe, dicter, partir, je sais que ce n'est pas possible. On est clair? On est d'accord sur le principe? Voilà, donc déjà c'est réglé. 15-16 de chaque mois, une leçon. Alors, j'en reviens maintenant au problème posé par la mondialisation. Tout à l'heure, je vous ai dit que la mondialisation présentait des avantages. Et dans les avantages, j'ai donné quelques exemples. Je vous ai montré que depuis que les économies ont été globalisées, alors on est en train de se compléter, de s'entraider. Ce que nous n'avons pas, les autres nous le donnent. On l'achète à travers les autres. Ce que les autres n'ont pas, on leur donne cela. Et finalement, il y a une complémentarité dans le monde. Et j'ai donné quelques exemples en montrant que entre 1980 et les années 2000, le PIB moyen mondial est passé de 1 500 $ à 6 000. Parce que partout le niveau de vie il a augmenté. J'ai donné quelques exemples. Parce qu'il fut des années. Alors avoir même une télévision, c'était un grand luxe. Vous voyez souvent les gens se regrouper dans une seule maison pour regarder la télévision. Certains l'ont vécu. Maintenant, c'est devenu absolument rien. Chacun a sa télévision. Alors, j'ai parlé de nos parents qui avaient des problèmes. Maintenant, ne confondez pas un discours oral et un devoir. Vous ne direz pas dans un devoir exemple, les parents n'avaient pas des habits ça. C'est ce que moi je vous évite. Moi je connais bien les élèves. Souvent ils nous ont du mal à distinguer ce qu'on écrit et ce qu'on parle. Moi je vous donne des exemples, c'est pour mieux vous aider à comprendre à part de ce que nous vivons. Mais ça c'est pas ce qu'on écrit dans un devoir. Au début, il m'arrivait de faire des films. Il m'arrivait de projeter dans les années passées des films contre Israël-Palestine, Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Quand on le voit, je trace le film. Il fait le devoir, il parle du film. Quand cette personne a fait ça, l'autre a fait ça. Depuis lors, moi j'ai peur. Un film, c'est un appui, ça vous permet de voir et d'avoir une idée. Parce qu'on dit voir une fois, vaut mieux qu'entendre 1000 fois. C'était ma philosophie. Mais j'ai l'impression que certains, quand ils regardent un film, vous leur posez un sujet sur le film, ils racontent le film. J'ai l'habitude de le faire, Israël-Palestine. D'habitude, je posais le documentaire. Mais je me suis rendu compte que les élèves ne savent pas suivre un film et en tirer un profit. C'est ça le problème. Ce qu'ils font, c'est suivre le film et le répéter dans un devoir. C'est pas bon. Donc, raison pour laquelle je deviens prudent. Quand je vous enseigne, souvent, je parle d'exemples que nous vivons, c'est pour mieux vous aider à comprendre. Parce que souvent, pour moi, quand j'enseigne un programme au Sénégal, je préfère prendre l'exemple de Thiès-Dakar que de parler de Bruxelles. Je préfère prendre le nom de Samba que le nom de Joseph. Pas parce que, non, parce que déjà, on en aurait été chez nous. Alors, souvent, ça m'arrive de le faire. Mais dans les devoirs, les exemples, il faut savoir aussi les prendre. Alors, j'ai montré en fait que la mondialisation aujourd'hui, voilà, nous a permis d'accéder aux biens, mais aussi d'échanger avec les autres. J'ai pris le cas de la santé, aller à l'hôpital, tout le matériel que vous avez, depuis les lits d'hospitalisation, en passant par les scanners, les radioscopies, tout cela nous vient d'ailleurs. Entrez dans la pharmacie, vous allez voir tous les produits que nous consommons,
ça vient d'ailleurs. En classe, les bics, les documents, les habits que nous portons, les portables, etc. Tout cela, c'est pour vous montrer au fait que cette mondialisation-là est utile. J'ai parlé un peu de la délocalisation des firmes qui règle en partie le problème du chômage. J'ai donné l'exemple de Total au Sénégal, l'exemple des banques que vous avez ici, qui emploient la main-d'œuvre sénégalaise. Donc, vous voyez que la mondialisation-là présente des avantages, mais en même temps aussi, elle pose des problèmes. Maintenant, c'est des problèmes opposés. Parce que dans la mondialisation, il y a d'une part les pays pauvres, il y a d'autre part les pays développés. Et malheureusement, nous avons des intérêts contradictoires. Nos intérêts sont des intérêts opposés. Ce que nous perdons, nous, eux, c'est ce qu'ils gagnent. Eux, ce qu'ils gagnent, c'est ce que nous perdons. Raison pour laquelle poser les problèmes, souvent, il faut savoir se situer dans un camp. Tout dépend du camp où on est. Quand moi, en tant qu'un Sénégalais, j'évoque le problème de la mondialisation, je vais essayer de vous montrer, nous Africains, nous Sénégalais, qu'est-ce qu'on perd. Mais dites-vous bien, ce que moi je perds, l'Européen va gagner ça. Raison pour laquelle faire le bilan est un peu complexe. Alors, je vais commencer par d'abord les problèmes d'ordre économique. Alors, je vous disais la fois dernière que dans cette mondialisation-là, alors on avait créé l'OMC dans le souci quand même de gérer l'économie mondiale, de jouer un rôle d'arbitre, éviter une concurrence déloyale, éviter une concurrence sauvage. Voilà en fait les raisons de l'OMC. Mais depuis quelques années, il y a un groupe de pays qu'on appelle le G9. Quand on voyait le G, G c'est groupe. Alors le G9, c'est le groupe des 9 pays les plus développés au monde. Et chaque année, au mois de janvier, ils vont aller en Suisse se rencontrer dans la ville de Davos. Il y a de cela 2 semaines, ils étaient à Davos. Il arrive même qu'ils invitent certains présidents africains pour qu'ils viennent assister à la réunion. Pour montrer que non, on fait de la transparence, mais il faudra comprendre c'est quoi ce sommet de Davos. Alors, une fois qu'ils se rencontrent à Davos, les pays développés sont là-bas, d'accord, ils vont discuter là-bas d'économie mondiale, etc. Mais à 90%, ils sont là-bas pour fixer les prix d'achat des matières premières. C'est ça qu'ils font là-bas. C'est-à-dire, ensemble, ils vont dire, voilà, cette année, nous allons acheter le baril de pétrole à temps. Ils se fixent un prix. Parce qu'ils savent que c'est eux qui achètent, c'est les acheteurs potentiels du monde. Alors, le cacao, on l'achète tant la tonne ou le kilogramme. Ils vont fixer le prix d'achat de l'ensemble des matières premières qu'ils vont chercher dans les pays. Alors, après avoir fini cette réunion de Davos, ils vont aller. Et chaque pays maintenant sera représenté par les grands hommes d'affaires. Il y a les présidents qui viennent, il y a le ministre de l'économie du pays qui vient, mais on invite les hommes d'affaires. Ils arrivent à Davos. Ils se rencontrent là-bas pendant des jours. Et une fois là-bas, ils vont discuter que de prix d'achat des matières premières. Prix d'achat des matières premières des pays périphériques ou des pays pauvres. Alors, une fois que le moment arrive, ils vont descendre dans le terrain pour venir dans ces pays d'Afrique et d'Asie acheter les matières premières qu'ils vont ramener, soit chez eux, les transformer ou bien ils les transforment sur place. Alors, vous voyez déjà le premier problème, c'est que ce que moi je ne peux pas comprendre, c'est qu'un commerce où c'est le client qui fixe le prix. Ça vraiment c'est étrange. Un commerce où c'est le client qui fixe le prix. Comme moi je vais dans la boutique là-bas, c'est moi qui dis à Modou à combien je vais acheter le sucre, à combien je vais acheter l'huile. Vous imaginez déjà, première forme d'injustice, c'est d'abord ça. Un commerce à travers lequel c'est le client qui fixe le prix d'achat de la matière première, c'est lui qui va fixer le prix de vente du produit manufacturier. Il va fixer les deux prix en même temps. Qu'on nous dise, fixez vos prix de matière première. Nous, à notre tour maintenant, on va fixer le prix de nos produits manufacturiers. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Ils vont fixer les deux, matières premières et produits déjà terminés.
Mais le grand problème n'est pas seulement dans la fixation des prix. Imaginez, aujourd'hui, quand ces pays-là arrivent, par exemple, en Afrique. Je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. C'est un exemple assez souvent. La Côte d'Ivoire produit du cacao. Le cacao est ce qui nous permet de fabriquer tout le chocolat et ses dérivés. C'est grâce au cacao qu'on fabrique le chocolat et ses dérivés. Supposons qu'ils se rencontrent à Davos et ils disent entre eux que le kilogramme de cacao, on va l'acheter à 100 francs. Je donne un exemple. Alors ils tombent d'accord sur le prix de 100 francs. Alors, une firme américaine arrive en Côte d'Ivoire, par exemple, propose aux paysans ivoiriens 100 francs le kilogramme. Au départ, il va refuser parce qu'il dira, voilà, moi j'ai mis des engrais, j'ai acheté ceci, mon tracteur m'a coûté tant de millions. Il va refuser. Il va attendre un autre. Parce que l'État de la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien, n'a pas les moyens de l'acheter. C'est comme l'arachide au Sénégal. Alors, demain, une firme suisse arrive, proposera 100 francs. Le paysan dira non. Il attend. Un mois après, les Français arrivent, proposent 100 francs. Vous voyez déjà que lui, il a un problème parce que cette matière première-là va pourrir le cacao. Un, il y a un danger. Deuxièmement, il a besoin d'argent parce qu'il a cultivé pour pouvoir gagner de l'argent. Finalement, il est obligé de vendre. Il n'a pas le choix. Il vend son cacao à 100 francs le kilogramme. Le cacao brut. Parce qu'il n'y peut rien. Il n'a pas le choix. Imaginez cette firme française-là qui va en Côte d'Ivoire, qui achète le cacao à 100 francs le kilogramme, à son entreprise de chocolat implantée même en Côte d'Ivoire, dans la ville même où on produit le cacao. Ils ont là-bas leur entreprise. Ils vont utiliser la main-d'œuvre ivoirienne. Alors ils achètent le kilogramme à 100 francs, ils l'amènent dans leurs usines. Alors qu'est-ce qu'on fait le cacao? On met quelques produits à l'intérieur. Alors ça donne par exemple du chocolat. Le chocolat, ils le mettent dans des pots, des boîtes, bien castrés, bien embellis. Ils donnent un nom, comme chocolat, comme on le fait au Sénégal. Ils donnent un nom. Et les pots de chocolat arrivent, les pots de 500 grammes, c'est-à-dire la moitié d'un kilogramme, ou des pots de 5 kilos, ça dépend. Alors ils ont pris le cacao, ils l'ont amené dans les usines, utilisé la main-d'œuvre ivoirienne, le transformer en produit déjà terminé. Ils mettent l'emballage avec des étiquettes, alors ils le ramènent sur le marché ivoirien. C'est à revendre. Imaginez, ce même paysan-là, c'est un humain, il aura besoin de chocolat, ou certainement son enfant en aura besoin. Il va aller à la boutique. Il va demander combien coûte le pot de 500 grammes. Je ne dis même pas 1 kilo. La moitié d'un kilo de chocolat. Le commerçant lui dira 1000 francs. Je vends les 500 grammes de chocolat à 1000 francs. Et pourtant, ce paysan-là avait vendu son kilogramme de cacao à 100 francs. Donc, imaginez, il a fallu qu'il vende 10 kg de cacao brut pour avoir 500 grammes de chocolat. Vous imaginez, il a vendu 10 kg, 10 kg de cacao pour avoir la moitié d'un kilogramme de chocolat. Et pourtant, c'est lui qui a fait des efforts, qui a cultivé son cacao, etc. Mais comme il n'a pas les moyens, il est obligé de vendre à ce prix-là, sinon son cacao va pourrir. Maintenant, imaginez dans un commerce pareil, quand est-ce que ce paysan-là va se développer? Est-ce qu'il va même se développer? Alors le fait maintenant qu'il y ait ce problème-là, c'est ça qu'on appelle en économie la détérioration des termes de l'échange. Et ça c'est important, on en parle toujours. Détérioration des termes de l'échange ou d'échange, c'est la même chose. Détérioration des termes d'échange. Alors ça, actuellement, c'est le problème auquel les pays pauvres sont en train de faire face. Parce qu'il y a un écart très important entre le prix de vente des matières premières
prix de vente des matières premières très faibles. On vend nos matières premières, on les bazarde. Et maintenant, le prix d'achat, ça c'est le prix d'achat des matières premières très faible. Maintenant, prix de vente des produits finis très chers. Et c'est ça vraiment qui pose un problème principal pour les pays pauvres. Le fait qu'ils viennent nous imposer un prix d'achat de nos matières premières, vraiment des prix dérisoires, dont on n'a pas le choix de refuser parce qu'on n'y peut absolument rien. Une fois qu'ils ont nos matières premières, ils les transforment en mettant quelques ingrédients, un emballage très joli, ce qu'on appelle communément le packaging. Mais ils reviennent maintenant, ils nous vendent ces mêmes produits 10 fois, 20 fois plus cher. Et c'est nous qui allons encore acheter. Alors ce problème-là qu'on appelle en économie la détérioration des termes de l'échange. Finalement, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'avec cette mondialisation-là, au lieu que les inégalités de développement soient réglées, ça ne fait que se creuser davantage. Parce que les pays pauvres vont continuer encore à être pauvres et les pays riches vont continuer à être riches. Voilà déjà le premier niveau de problème. Parce que dans ce commerce-là, on remarque que c'est un commerce inéquitable. Et ça, quand même, je sais que presque tout le monde comprend ce problème-là. Commerce inéquitable. Parce qu'il y a un fossé énorme entre le prix d'achat des matières premières et le prix de vente des produits déjà finis. Et tant que nous continuons à vivre ce commerce inéquitable-là, les pays sous-développés ne vont jamais s'en sortir. Finalement, la mondialisation est en train de profiter aux pays développés. C'est ça qu'on a compris. Donc, tant qu'il y a mondialisation, il ne faut jamais rêver qu'on va se rapprocher des pays développés ou bien que l'écart va se creuser. Donc, on voit que la mondialisation est en train de tuer les pays sous-développés. Ça, c'est un constat qu'on est en train de faire. Nous sommes en train de dilapider nos matières premières. Regardez, lors que nous avons à Sabodola, les Canadiens, les Sud-Africains iront là-bas, utiliser la main-d'œuvre sénégalaise, ils prennent cet or brut qu'ils amènent chez eux, ils le transforment en collier, etc. Ils le ramènent. C'est les femmes des présidents, les femmes des ministres qui l'achèteront à coups de millions. J'ai donné que des exemples. Le coton que nous cultivons chez nous, on le vend à la Sodefitex, qui, à son tour, le vend à des firmes européennes. On en fait des tissus, des jeans. Quand ça revient en Afrique, c'est 10 fois plus cher. Et le paysan, il est obligé de payer. Alors, il lui faudra combien d'années pour pouvoir acheter un tracteur? Il ne pourra jamais acheter un tracteur. Jamais. Parce qu'il dépense beaucoup dans son agriculture. Et pratiquement, il ne gagne rien. Donc, voilà déjà le premier niveau de problème. Ça, c'est un problème d'ordre économique qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Donc, on retient, voici déjà le premier problème posé par la mondialisation. On parle de commerce inéquitable. Parce que, je l'ai dit, les matières premières, on les achète à des prix très très dérisoires, faibles. Mais quand il s'agira maintenant de venir revendre le produit fini, alors on met le prix par 10. Et là, ça ne peut jamais marcher. Tant que nous fonctionnons dans cette forme d'économie, on ne va jamais s'en sortir. Donc, on retient, voici le premier niveau de problème. Alors, deuxième niveau de problème, c'est les problèmes par rapport aux décisions. Les problèmes de décision. Et là aussi, vous allez voir ce qui se passe dans l'économie mondiale. Parce que vous savez, normalement, l'OMC, on l'a créé dans le but vraiment de gérer l'économie mondiale. C'est ça son but. Malheureusement,
ce que nous remarquons dans cette mondialisation-là, c'est que notre continent africain, l'Afrique, qui est à la fois une périphérie intégrée et une périphérie marginalisée, on a l'impression que cette chère Afrique-là est là en train vraiment d'observer la mondialisation se dérouler sous ses yeux. Parce que quand je dis que l'Afrique est à la fois intégrée et marginalisée, je veux vous aider à comprendre que certains pays d'Afrique sont des périphéries intégrées. Les pays d'Afrique qui ont des matières, mais en même temps, la plupart des pays d'Afrique sont des périphéries marginales. Donc, vous voyez que l'Afrique est à la fois périphérie intégrée et périphérie marginale, quoi qu'on dise. Mais le problème, c'est que au niveau des décisions, tout à l'heure, je vous ai évoqué le sommet de Davos qui se tient en Suisse. Et vous imaginez combien ces bailleurs, on les appelle comme ça, sont en train de nous imposer. Ils nous imposent des prix d'achat de nos matières premières. Et pourtant, la mondialisation, c'est pour tout le monde. C'est un phénomène mondial où normalement, chacun doit être quand même dans l'affaire. Chacun a son mot à dire. Et souvent, j'ai l'impression de comparer la mondialisation à un match de football. J'ai l'impression. Parce que pour moi, c'est une compétition acharnée. Chacun veut devenir premier, etc. Alors, voilà ce que vous aurez si je compare la mondialisation à cette compétition-là. Et ça nous permettra, du coup, à comprendre la place que l'Afrique occupe dans la mondialisation. Alors, la mondialisation, c'est un terrain. C'est un match. Un match se déroule dans un stade. Alors, ce stade-là va symboliser, pour moi, le monde. Le stade va symboliser le monde. Et le match se déroule à l'intérieur de ce stade-là. Voilà, en fait, comment moi je comprends la mondialisation. Et ça, c'est personnel. Vous savez qu'un terrain, il est bien délimité pour les footballeurs. Ça, c'est l'espace économique mondial. On a parlé des lieux. Alors, j'ai ici une périphérie intégrée. J'ai là une périphérie marginalisée. J'ai l'espace central, c'est la triade. Voilà déjà mon terrain. Périphérie. Intégré ou marginalisé. Là, j'ai mon espace central, c'est la triade. Alors, dans le terrain, il y a les acteurs. Il y a les acteurs multinationaux. Alors, c'est ceux-là qui jouent, les transnationaux. Vous avez les acteurs étatiques, individus, États, etc. Ils sont là. C'est eux les acteurs. On est clair? L'arbitre, c'est l'OMC. Ce qu'on a dit, c'est l'OMC qui doit jouer un rôle d'arbitre. Mais malheureusement, déjà, l'OMC est pour déjà certains. C'est ça qui va carrément poser problème. Entre maintenant ces différents jours-là, quand le match commence, alors il y a les flux qu'on échange. C'est les passes qu'on se donne. Pour moi, c'est des flux qu'on échange. Matières premières, produits manufacturiers, ça va dans tous les sens. On joue. Ils sont dans le match de la mondialisation. Alors, à ma grande surprise, quand je regarde ici dans le match, parmi les acteurs, je ne vois pas l'Afrique parmi les joueurs. Alors, je me dis peut-être qu'ils sont là parmi les remplaçants. Peut-être, hein? Mais quand je regarde sur les bancs des remplaçants, je ne vois pas les Africains. Où est-ce que je vais les trouver? Sur les tribunes. En train de regarder le match. Et quand il y a une belle action, ils n'osent pas applaudir. Voilà la place que moi je donne à l'Afrique dans la mondialisation. Je les appelle des spectateurs passifs de la mondialisation. Des gens qui sont là en train d'observer les choses se faire. Même applaudir, ils n'ont pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça la mondialisation. Pour moi, c'est une compétition qui est en train de se dérouler. C'est clair. Donc, voilà le match de la mondialisation. Il se déroule. Mais l'Afrique, qui devait être ici,
dans le terrain en train de jouer en tant qu'actrice, je parle d'une Afrique. Malheureusement, ils ne sont pas à l'intérieur du terrain, ils ne sont pas parmi les remplaçants, ils sont sur les tribunes en train d'observer cette mondialisation se faire. Raison pour laquelle je vous dis que les décisions sont des décisions partielles. C'est un petit groupe qui décide à la place de tout le monde. Et malheureusement, l'OMC, au lieu de jouer un rôle normal, ils sont partisans des pays développés. Alors, dans ce contexte-là, quand est-ce que nous, on va s'en sortir? Vous voyez? Et ça, c'est un problème de la mondialisation. C'est un très, très grand problème. Donc, ces problèmes-là que j'évoque, c'est des choses que nous sommes en train de vivre en ce moment. Mais ce ne sont pas les seuls problèmes. Nous avons des problèmes d'ordre de société et de culture. Mettez-moi ça, problème social. Ou problème socio-culturel. J'ai dit problème socio-culturel. Alors, qu'est-ce que j'entends par problème socio-culturel? Vous voyez aujourd'hui, avec le phénomène de la mondialisation, ce qu'on a remarqué, c'est que les firmes occidentales, les entreprises occidentales, ont délocalisé un peu partout dans le monde. Et finalement, ils nous ont imposé leur façon de vivre. Et je vais donner vraiment des exemples. Regardez ce qu'on appelle les fast-food. Alors, fast-food signifie en anglais repas rapide. Repas rapide. C'est la signification. Parce que dans les pays développés comme les États-Unis, alors là-bas, déjà, les employés, comme aux États-Unis, le transport est très, très, très développé. Alors, les employés sont un peu partout. Ça veut dire qu'on peut être aujourd'hui ici et travailler à 500 km. Ce n'est pas un problème. Alors, quand le matin, les gens se lèvent pour aller au boulot, qu'est-ce qu'on remarque? Les gens n'ont pas le temps de revenir à midi à la maison pour manger, retourner. Non. Finalement, quand tu vas au boulot, tu vas dans un fast-food. Tu achètes un hamburger, tu achètes quelque chose, tu le manges. Et tu continues le travail. Le soir, quand tu termines, tu reviens chez toi. Alors, finalement, chez nous, ils ont commencé à nous inculquer ces valeurs. Quand vous allez à Dakar, vous vous rendrez compte. Tous ces gens-là qui vont travailler le matin à Dakar, ils ne reviennent pas à midi. Ils vont dans un fast-food, ils achètent un truc, ils le mangent. Mais attendez bien, nous en Afrique, ce bol de midi-là, il était très important. Parce que c'était un moment de rencontre. C'était un moment pendant lequel il fallait attendre que Samba et Demba reviennent du boulot. On s'asseyait autour d'un bol, au moins pendant 30 minutes, on échangeait. Mais aujourd'hui, avec ces mondialisations-là, ce qu'on a remarqué, c'est que la distance est en train de se créer davantage dans la famille. Chacun est de son côté. Vous voyez déjà que culturellement, ils sont en train de nous imposer leur façon de vivre. Alors, je vais donner d'autres exemples. Avec les firmes multinationales, ils sont en train de créer aujourd'hui des habits, par exemple, je prends le jean américain. Le jean est un habit américain. Alors, partout on produit le jean, on l'amène chez nous. Alors, on nous fait écouter la musique américaine, c'est le rap, c'est le R&B, etc. Finalement, qu'est-ce qu'on a remarqué? Moi, j'ai remarqué une américanisation du monde. Pourquoi? Parce qu'en ce moment où je parle, les gens portent américain. Les gens mangent américain. Les gens écoutent américain. La musique que nous écoutons, c'est le R&B, c'est le rap américain. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, alors on suit avec les chaînes de télévision, Trace TV, MTV déjà, vous avez accès facilement à cette musique américaine-là.
Tout le monde porte le jean, c'est l'habit le plus porté au monde. Et pourtant, c'est un habit américain. Les gens fument Marlboro. Les gens sont dans les fast-foods, etc. Finalement, cette mondialisation-là a tendance à tuer nos cultures au profit des cultures étrangères et on ne se rend même pas compte. On vous invite dans un restaurant. Vous allez là-bas avec vos copains. On vous sert à manger. Essayez de vous laver les mains. Cambiez l'expérience. Culturel. J'ai évoqué un peu le mode de vie. On est en train de les transformer à l'occidental. Aujourd'hui, vous avez du mal. Je vous donne aujourd'hui 10 000 francs. Je vous dis, allez à la rue Aïnafal, trouvez-moi un habit purement africain. Vous pouvez passer la journée à chercher. Non, je parle d'un tissu, c'est pas même la couture. Un tissu. Parce que le tissu, c'est le coton qu'on tisse, etc. Vous pouvez rester des heures à chercher, vous n'allez pas trouver. Et pourtant, quand vous voulez un habit qui vient de l'Amérique, une casquette, un pantalon jean, c'est à la mine que vous l'avez. Finalement, grâce à leur firme, ils nous ont imposé leur façon de vivre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nos cultures sont en train de mourir au profit des cultures occidentales. Vous allez dans un restaurant, vous vous lavez les mains, on vous dit qu'il est sauvage. Oui, il faut avoir des fourchettes. Et ce qui est dangereux, quand vous irez à l'université, vraiment c'est triste. Vous arrivez à l'université, on ne vous donne même pas de cuillère là-bas. Quand vous entrez dans le restaurant, on vous donne une fourchette et couteau. Pour moi qui viens de la bourse, on me donne une paire de fourchettes et c'est ça à l'université. Et un couteau. Vous voyez un élève qui est en train de forcer un étudiant qui verse son repas. Parce que dans votre vie, vous n'avez jamais tenu de fourchette. Non, mais c'est moi, je passais par là. Vous allez au restaurant. Le premier jour, vous allez trouver ici une assiette, on met des... Il n'y a même pas de cuillère à l'université. Il n'y a pas de cuillère. Ce sont des fourchettes qu'on vous sert. Et il y a de ces révolutionnaires, ils déposent leur plat, ils vont directement au robinet se laver les mains. Et vous voyez, c'est les gens qui les regardent comme ça, ils se mettent à rire. Ils se mettent à rire parce qu'on dira, voilà un complexe. Vous voyez, vous arrivez dans un bureau, vous cherchez un emploi. Je vous montre combien on a tué nos sociétés. Il faut venir le matin, porter une tenue occidentale très bien, avec une cravate, un pantalon bien repassé, super sang. Alors, vous vous coiffez correctement à l'européenne. Vous arrivez, vous êtes bien vu. Mais quand vous venez comme ce peul authentique, moi, ça c'est ma culture, hein. Je suis peul. Mes cheveux, alors c'est sacré. Je vous donne un exemple. C'est sacré chez moi. Alors, c'est ce que j'ai, c'est mon originalité. Mais dès que vous apparaissez, on vous regarde bizarre. Pas le professeur, pas le bopam. Moi, je suis un peu. C'est ma nature. Hein. Et même quand je les demande de présenter, c'est ma nature, je me présente comme ça. Je suis un Africain, je suis un peu chez moi. Alors, les cheveux, c'est sacré. Trop même. Mais je vous donne un exemple. Une fois que vous sortez, vous allez dans un bureau. Tant que vous n'êtes pas habillé comme un occidental, vous êtes déjà mal vu. Et ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la mondialisation. On nous a imposé des normes occidentales pour nous dire, voilà le bon modèle. C'est le modèle des occidentaux. Tant qu'on n'est pas habillé comme ça, en parlant, vous roulez des airs, c'est que vous n'êtes pas dans la tête. Et vous voyez, ça, c'est des conséquences de la mondialisation. Finalement, vous voyez déjà ce que nous sommes en train de perdre. Et ce que nous perdons, c'est extrêmement important. C'est cela que nous sommes en train de perdre. Cette vie collective sont nos valeurs que nous sommes en train de perdre. Et la mondialisation est en train de tuer tout ce que nous avons de bon, de positif. On crée des sociétés individuelles, chacun pour soi.
Dieu pour personne. Alors, c'est des exemples que je peux donner encore. Pour vous dire qu'il y a vraiment des problèmes d'ordre social, des problèmes d'ordre culturel. Ça veut dire quoi? On a tendance à dépier nos cultures. Mais allez au Japon, les Japonais, ils ne vont jamais te prendre, ils ont leur baguette encore. Ils ne mangent jamais. Ils ne veulent pas être contaminés par l'Occident. Ouais. Mais chez nous, tant que tu ne travailles pas ou tu n'agis pas comme un occidental, c'est que là, vraiment, tu es très mal vu par la société. Tu es en hors la loi. Moi, je me rappelle, hein, quand je fus étudiant, je suis arrivé en année de maîtrise. Je devais écrire mon mémoire de maîtrise. Je n'ai pas parlé, on dit un mémoire de maîtrise, ce n'est pas une faute, hein, c'est différent de la mémoire. Un mémoire, c'est un document qu'on écrit quand on arrive en maîtrise. Je me rappelle, je suis allé voir des professeurs encadreurs. Quand je suis entré dans le bureau, alors j'avais des cheveux ici, c'était des dreadlocks. Un Africain authentique. On me dit, voilà, qui est étudiant? Qui? C'est un délinquant, sûrement. On me chasse du bureau. Parce que moi, je viens comme un Africain. Alors, je vais dans un deuxième bureau, qui est Bougouldian. Parce que je n'ai pas fait comme le blanc devait faire. Je ne me suis pas coiffé la tête, ressemblé à un occidental, alors je suis très mal vu. Ça, moi, je l'ai vécu. Je vois même quand je vais au lycée communal, l'autorité, le proviseur déjà commence à me regarder d'un œil bizarre. Le censeur me regarde, mais ça ne me dérange pas moi. Parce que je sais que ce n'est pas ça qui fait moi. Le moi, il est en moi-même. C'est intérieur. Hein. Alors, silence. Il y a des normes que nos sociétés aujourd'hui ont établies. Ces normes-là qu'on nous a importées d'ailleurs. Il faut, tant que tu n'as pas fait comme le blanc, tant que tu n'as pas fait comme l'arabe, toi tu es un marginal. Alors, vous voyez les effets de la mondialisation. Nous tuons carrément ce que nous avons. Et rappelez-vous, quand vous avez lu l'aventure ambiguë de Hamidou Kane, la Grande Loyale avait dit un jour, l'école où nous envoyons nos enfants tuera en eux ce que nous aimons et conservons avec soin. Elle parlait de ça. Ce que nous avons, c'est notre culture. L'école est en train de tuer cela. Parce que c'est le professeur qui vous parlera d'un bon comportement. Vous arrivez à la pause du lycée communal, on vous donne des peignes le matin. Les gens le savent. D'accord. Pour moi, la correction, c'est à l'intérieur qu'on devient correct. C'est des exemples que je vous donne. Donc aujourd'hui, nous sommes en face de ce qu'on appelle l'américanisation du monde. On mange américain, on danse américain, on porte américain. C'est clair. Alors, ça c'est les conséquences de la mondialisation. J'ai évoqué ces problèmes. Mais aussi, il y a d'autres problèmes et qui sont encore plus graves, notamment enfin des problèmes environnementaux. Aussi d'actualité. Faites très attention, parce que cette question-là est une question d'actualité. Et pour la plupart des sujets de dissertation sur la mondialisation, on touche ce problème-là. Raison pour laquelle je vous demanderai d'être très attentifs. Alors, aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe au niveau de la planète. On parle de réchauffement climatique. Ça, tout le monde le connaît. Mais aussi, parmi les matières premières que nous avons, on vous a dit qu'il y a deux catégories de matières premières. Il y a les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables. Vous l'avez déjà appris. Imaginez aujourd'hui la compétition que les gens ont engagée dans le monde en termes économiques. C'est comme s'il y a une compétition. Les Chinois, quand vous allez dans certaines villes, en Chine par exemple, à Shanghai, les gens travaillent 24 heures sur 24. Parce que les Chinois veulent régler la demande du monde entier. Aujourd'hui, quand vous allez en Chine, les Chinois fabriquent 3 types de produits. Je vais donner un exemple. Supposons pour les portables. Les Chinois vont fabriquer un portable de très bonne qualité. Mais ce portable-là, ils vont l'exporter dans les pays développés. Ils fabriquent un portable de qualité intermédiaire.
qu'ils envoient dans des pays à revenus internes et enfin ils fabriquent ce qu'on appelle le bas de gamme. Alors voilà le terme qu'on dit, on dit bas de gamme, on dit pas pacotille. Et ce bas de gamme là qu'on nous déverse dans les pays du tiers-monde. Imaginez maintenant, quand vous voulez satisfaire la demande de 8 milliards de personnes et dans tous les domaines, finalement, ces usines-là travaillent 24 heures sur 24. Et en travaillant pendant ces 24 heures-là, imaginez combien de tonnes de matières premières qu'on utilise. Et parmi ces matières premières-là, il y a des matières premières non renouvelables. Prenez le cas du pétrole. On nous dit aux environs 2050, il n'y aura plus de pétrole dans le monde. Imaginez un monde sans pétrole. Donc, vous voyez, imaginez la pollution que cela crée. Parce que ces usines-là, ces voitures-là, rejettent ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Finalement, qu'est-ce qu'on a remarqué, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Entre le soleil et la terre, il y a ce qu'on appelle la couche d'ozone. La couche d'ozone est une membrane, alors qui nous protège de ce qu'on appelle les UV. Les UV, c'est des rayons ultraviolets. Ensuite, la couche d'ozone, c'est comme un tamis. Il y a des trous. Mais quand les rayons du soleil arrivent au niveau de cette couche d'ozone-là, alors il y a des trous qui ne sont pas de grande taille. C'est par là que passe la lumière que nous voyons, le visible. Ça, ce n'est pas négatif. Et les rayons ultraviolets sont bloqués ici parce que les trous ne sont pas très très larges. Les UV sont bloqués ici. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, cette couche d'ozone s'est trouée au niveau du pôle Nord. C'est trouée dans d'autres endroits. Et quand les UV arrivent, ça passe directement au niveau de la Terre. Une fois que ces UV entrent en contact avec la peau, ça crée des cancers. Aujourd'hui, tous les cancers que vous voyez, pour la plupart des cas, proviennent de ces UV-là. Et ces UV-là proviennent de ces trous parce que seulement le climat s'est réchauffé partout au niveau de la Terre. En ce moment, au mois de janvier, on est dans un froid. Imaginez combien il fait chaud. Donc, vous voyez que le climat mondial est en train d'être détérioré à cause de la mondialisation. Pourquoi? Parce qu'on a engagé une concurrence déloyale. Chacun veut produire au grand maximum. Chinois, Américains, tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Un réchauffement climatique. Et il y a pire. Le pire, c'est quoi? Avec le réchauffement climatique, vous savez que la plupart des réserves d'eau de la Terre sont sous forme de glace. Au pôle Nord, il y a ce qu'on appelle les glaciers. Au pôle Sud, il y a les glaciers. Mais en ce moment, chaque jour, des tonnes de glace sont en train de fondre, de devenir liquides. Parce qu'il fait chaud et la glace ne peut pas tenir. Finalement, c'est en train de fondre. Et quand ces glaces-là fondent, le niveau de la mer va forcément augmenter. Prenez un seau d'eau, un seau, mettez plein d'eau, mettez une barre de glace. Après quelques minutes, l'eau va commencer à se déverser. Parce que la glace est en train de fondre. Donc au niveau de la mer, le niveau des mers est en train d'évoluer. Quand vous allez à Mbour, à Saly, vous allez voir en pleine mer des trucs qui apparaissent comme ça. Quand vous demandez, on vous dit que là-bas c'était un hôtel il y a de cela 10 ans. L'eau a englouti ces hôtels. Chaque jour, la mer est en train de gagner le continent. Et le plus dangereux, c'est quoi? Aujourd'hui, dans le monde, il y a des pays qui sont situés au niveau inférieur de la mer. Je prends le cas de la Hollande et du Bangladesh. On nous dit pour ces deux pays-là, quand le niveau de la mer va augmenter de 11 cm, ces deux pays-là vont disparaître de la carte du monde. Elles seront envahies, complètement englouties par les eaux. La Hollande et le Bangladesh. Et pourtant, ces gens-là le connaissent très bien, mais ils s'en fichent. C'est ça qui a occasionné maintenant toutes ces conférences qu'on a convoquées. Tout a commencé à Rio de Janeiro, la conférence de Rio. On l'avait convoqué pourquoi? Pour ça. Demander aux gens de faire attention, d'arrêter l'utilisation des gaz à effet de serre, de rationaliser les matières premières. Malheureusement, le sommet de Rio n'a pas donné grand résultat. On termine, la situation se dégrade. Ils vont se rencontrer à Kyoto au Japon. Ils vont signer le protocole de Kyoto. En parlant de pollueur-payeur, on dit maintenant, tout pays qui pollue va payer.
Les Américains disent qu'ils ne vont pas signer eux. Ils ne sont pas d'accord. La Chine dit qu'elle ne va pas signer. La situation se dégrade. Alors, après ça, on va se rencontrer à Durban, en Afrique du Sud. Là aussi, climat. On se rencontre pendant des jours, on prend des décisions, les OMD, Objectifs du millénaire pour le développement, on rentre, personne ne respecte. Aujourd'hui, c'est la déforestation qui se passe. On est en train de brûler des forêts pour avoir des terres où cultiver. Et la terre respire par ces forêts-là, la forêt amazonienne. Il y a de l'or à l'intérieur de la forêt. Actuellement, les firmes américaines sont là-bas en train de couper les arbres. Parce qu'il faudra accéder au pétrole, il faudra accéder, n'est-ce pas, à cet or-là. La déforestation. La pollution des eaux. Imaginez ces poissons-là, les pêcheurs. Aujourd'hui, les navires chinois, ils viennent au niveau du Sénégal, et on les donne des licences de pêche qu'ils achètent à coût de millions. Ils vont en pleine mer. Tous les poissons, même les petits poissons qu'on devait laisser pour la reproduction, ils prennent tout. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font avec? Ces poissons-là, ils en font de la farine de poisson pour aller nourrir leurs poissons en Asie. Parce qu'ils font ce qu'on appelle la pisciculture. Ils créent des bassins, ils mettent là-bas des poissons. Maintenant, les poissons qu'on prend chez nous, on les transforme en poudre. Et cette poudre-là, c'est pour nourrir leurs poissons là-bas. Ce phénomène, on appelle la surpêche. Imaginez tous ces dangers-là. À cause de la mondialité, tout récemment, c'est la COP 21 en France. L'actualité. Pourquoi la COP 21? C'était pour dire au pays, attention, la vie des hommes est menacée. Ce ne sont plus les bombes atomiques qui posent problème, mais c'est ça le problème, la pollution. Et ça risque de créer un grand danger dans le monde. Parce que quand les glaces polaires vont complètement fondre, la Terre sera engloutie par les eaux. Et ça, ils le connaissent. Mais vous savez, les hommes d'affaires, qu'est-ce qu'ils font? En Donald Trump, il va payer des scientifiques pour le dire, aller là-bas dire que c'est un faux débat. Parce que nous, on a besoin de produire pour se faire de l'argent. Et c'est des scientifiques qui vous diront que ça, c'est un faux débat, on n'est pas d'accord. Et pourtant, nous sommes en train de vivre en ce moment. Regardez la chose qui fait ici. Regardez la pluie, combien elle a diminué chez nous. Interrogez nos grands-parents, ils vous diront qu'ici, il y a de cela des années, c'était la forêt. Un terrain ici ne coûtait absolument rien. Mais aujourd'hui, regardez, c'est l'extension des villes, pollution, surpêche, etc. Et tout cela à cause de la mondialisation. Parce que les gens, chacun veut s'enrichir. Compétition illégale. Alors, voilà le problème de l'environnement. Finalement, ce qu'on appelle le développement durable n'est plus un développement. Parce que quand vous vous développez n'importe comment, vous ne pensez même pas aux générations futures. Mais ça, c'est grave. Les Américains disent quoi? Que la terre n'est pas un héritage de nos grands-parents, mais elle nous est prêtée par nos petits-fils. Écoutez bien ce que je dis. La terre n'est pas un héritage de nos parents, mais c'est un prêt de nos petits-fils. Ça veut dire que nos enfants qui viendront nous ont prêté la terre. Un jour, on doit leur rendre cette terre-là. Mais dans quelles conditions? Alors, c'est la question qui se pose. Et on parle maintenant de développement durable. Un développement qui prend en compte l'environnement. Souvent, je taquine pour dire à Sabodala ce qui se passe là-bas. On a de l'or. L'État sénégalais n'a pas les moyens. On envoie des firmes canadiennes, américaines. Ils arrivent. Ils travaillent là-bas 24 heures. Certaines équipes, c'est le matin, les autres, c'est la nuit. Parce qu'eux, ils n'ont pas de temps à perdre. En 10 ans, 20 ans, il faut tout prendre et partir. Alors, ils vont récupérer l'or. On va trouver là-bas des trous béantes comme ça. 30 ans après, les enfants vont naître. Ils vont demander c'est quoi ça? Parce qu'on ne peut pas naître dans un village, voir des trous, des engins en panne ici, sans se poser la question. On leur dira il était une fois. Voilà, ça deviendra une légende. Eux, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Donc, vous voyez les conséquences. Quand on vous dit que la mondialisation pose des problèmes environnementaux, voilà comment il faut le voir. C'est parce que ce développement-là est en train de se faire n'importe comment, au prix de la vie des hommes, au prix des dégâts sur l'environnement. Parce que pour eux, tous les moyens sont bons pour s'enrichir. Et la cause principale, c'est la mondialisation.
Donc voilà en fait quelques problèmes posés par la monnaie. On pouvait encore rester là jusqu'à demain à parler que de problèmes. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'il y a des avantages, mais quand je vais évoquer les problèmes, vous allez commencer à s'inquiéter. Vous serez même découragé. Et maintenant que vous avez compris, qu'est-ce que la mondialisation, maintenant que vous avez compris quels sont les facteurs, maintenant que vous avez compris qui sont les acteurs, que vous avez compris comment s'organise l'espace économique mondial, que vous avez compris les flux, que vous avez compris quels sont les avantages, quels sont les problèmes, alors maintenant vous pouvez prendre votre position. Et ça nous conduit au dernier point qu'on appelle le débat sur la mondialisation. Alors c'est le dernier point, le débat. Et quand je dis maintenant débat, c'est le point de vue des uns et des autres. Alors quelqu'un qui prend sa position sans connaître, alors il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Maintenant, chacun est libre. Vous avez compris qu'est-ce que la mondialisation, et désormais maintenant, chacun d'entre vous ose prendre sa position. Et finalement, vous allez voir ce qui se passe. Aujourd'hui, dans le monde, voilà ce que vous avez. Après avoir compris les avantages et les inconvénients, nous avons aujourd'hui 3 camps qui se dégagent. Alors, il y a cela qu'on appelle les pro-mondialisations. Vous avez cela qu'on appelle les anti-mondialisations. Et enfin, vous avez les alter-mondialisations. En fait, voilà. Donc, je vous ai dit en fait, une fois que vous avez compris qu'est-ce que la mondialisation, vous avez compris les avantages, vous avez compris les inconvénients. Maintenant, la question qui se pose est la position de chacun par rapport à la mondialisation. Doit-elle continuer? Doit-on arrêter? Alors, voilà la question. Quand on parle de débat, c'est ça. Et aujourd'hui, dans le monde, on a recensé 3 cas. Et vous aussi, par A ou B, vous serez dans l'un de ces cas. Alors, il y a les pro-mondialisation, c'est-à-dire les gens qui disent encore de la mondialisation, on en veut davantage. Ces gens-là, c'est les entreprises. C'est là qui ont des entreprises. Eux, ils disent encore de la mondialisation, plus de mondialisation encore. Eux, c'est des pro-mondialisation, c'est des gens qui sont pour la mondialisation. Alors, il y a cela qu'on appelle les anti-mondialistes. Ils ne veulent pas de mondialisation. Parce qu'ils disent que la mondialisation crée plus de dégâts que d'avantages. Actuellement, ils sont organisés en groupe. Il y a le mouvement Attaque, A2T, AC. Alors, ils sont en train de mener un combat. Parce que pour eux, la mondialisation n'est que négative. Elle crée des problèmes environnementaux. Le commerce est un commerce inéquitable. Alors ça tue les cultures. Pour eux, ils disent non à la mondialisation. On les appelle les anti-mondialisations. Il y a cela qu'on appelle les alters, c'est-à-dire des gens qui sont au milieu, qui disent que d'accord, c'est bon, mais il faut revoir. Et eux, parmi eux, il y a ce qu'on appelle le Forum social mondial, le FSM. C'est des altermondialistes. Ils voudraient que les gens revoient ce qu'on appelle les termes de l'échange. Il y a l'ONG Greenpeace, la paix verte, qui est une ONG en France, qui lutte pour l'environnement. Donc, ces gens-là, c'est des altermondialistes. Qu'est-ce qu'ils disent? On n'est pas pour, on n'est pas contre. D'accord, mondialisation, mais il faudra revoir la façon dont on échange. Il faudra revoir les dégâts environnementaux, du moins, il faut revoir ceci ou cela. Alors ce groupe-là, on les appelle les altermondialistes. Finalement, voilà le débat. Cette mondialisation, doit-elle continuer? Oui ou non? Doit-elle s'arrêter? Alors voilà la position des uns et des autres. Et vous aussi, forcément, vous êtes dans l'un de ces camps. Mais quelqu'un qui n'a pas compris toute la maison, s'il ne prend pas ce cas-là, c'est un ignorant. Mais maintenant que vous avez compris, alors vous êtes libre de dire que je suis pro
je suis anti ou je suis alter. Il n'y a pas 4 autres. Donc cette leçon-là dont on évoque, pour vous dire que c'est une leçon très simple parce que c'est des choses que nous vivons, c'est l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? La notion de système, notion d'interdépendance, notion de mondialisme. Parce que dans les devoirs et dans les sujets, on vous dit consigne après avoir défini la mondialisation, ou bien après avoir montré l'interdépendance, analyser les facteurs et les problèmes environnementaux. Oui, raison pour laquelle dans la leçon, j'ai commencé par la définition des concepts. Système, interdépendance, mondialisme. Après ça, j'ai évoqué les facteurs. Les facteurs, ce sont les causes.